devenir des romanciers, des romancières. Donc, on vous laissera l'opportunité, voilà, de poser tout un tas de questions sur l'écriture du livre et comment on peut être édité à l'heure actuelle. Donc, Lucie Barat, on va peut-être commencer par une rapide biographie. Vous avez vécu aux États-Unis à un moment donné? Non, j'ai fait un voyage aux États-Unis sur les pas de Janis Joplin, dont j'ai tiré un livre. Ok. Donc, court séjour ou long séjour, voilà. Vous êtes connu pour votre avant-dernier livre, Le Chien Noir, qui déjà retravaillait un texte littéraire, une forme littéraire, le conte, Barbe Bleue, Charles Perrault. Et là, nous vous accueillons pour évoquer un conte médiéval. Je ne sais pas si vous allez revendiquer l'appellation littéraire. Et on est très, très heureux de vous accueillir à Lyon 3 à ce propos, qui a reçu un très, très bel accueil. On a loué dans la presse la reprise justement de cette forme littéraire un peu désuète et avec une lecture féministe de ce parcours de ces deux sœurs jumelles qui va nous permettre d'ouvrir entre autres la discussion sur cette lecture du XXIe siècle par rapport à cette forme médiévale et ces thématiques sous-jacentes. Donc, un grand merci d'être venu. Et puis, on parlera évidemment de la maison d'édition que nous avons à cœur de mieux connaître au point de vue de son catalogue, de l'accueil qui est fait aux auteurs, aux autrices, des thèmes, des formes littéraires que vous éditez. Vous n'hésiterez pas à nous évoquer tout cela. Merci beaucoup de nous recevoir. Donc, si nous ouvrons la discussion, Lucie Barat, pourquoi cette forme du conte? Vous l'aviez déjà travaillé dans Barbe Bleue, mais si vous deviez faire une comparaison entre ces deux livres, qu'est-ce que vous aviez envie de tisser dans l'écriture, peut-être de manière différente? Alors, parler justement de questions de forme pour le travail sur Le Chien Noir, c'était vraiment l'idée de repartir de la structure, fondamentalement, la structure narrative du conte. Et donc de réutiliser cette structure-là pour raconter quelque chose de contemporain, montrer comme à partir de ces histoires-là, on peut encore y trouver de la vie, de la vitalité, et donc faire ressurgir des images. Sur Roman de Roncé d'Épine, honnêtement, je revendique pas le fait que ce soit un conte. Pour moi, c'est des motifs du conte, c'est tiré, il y a il y a des liens entre le conte et alors les contes populaires et en particulier aussi, c'est pas exactement pareil, mais les contes de Grimm, donc avec autour des croyances médiévales et de l'approche du fantastique, mais c'est pas une structure même de conte. Si vraiment j'étais précise là-dessus, puisqu'on parle de comment on écrit. En interview, d'ailleurs, vous revendiquez une autre filiation avec le roman de la Rose, la dimension des symboles, de la réflexion philosophique aussi sur le parcours de vie des personnages, une dimension universelle. Oui, en fait, pour revenir, et je vais faire le pont avec la question précédente, c'est que le lien qui existe entre les deux textes, donc moi j'ai écrit que 2 romans, je vois quand même qu'en fait ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des littératures oubliées. L'idée d'aller chercher des littératures, vous disiez désuètes ou un peu minimisées, endormies. Moi j'aime bien l'idée que c'est endormi. Et de raviver quelque chose à partir de ces anciennes images et aussi de parcourir l'histoire de la littérature. Il y a l'idée quand même d'une chambre d'écho, parce que même si Le Chien Noir s'inscrit dans en l'occurrence dans la littérature française du XVIIe, XVIIIe, donc le conte littéraire français du XVIIe et XVIIIe, il y a des ponts avec le roman gothique. Et dans Roman de Roncé d'Épine, même si l'ancrage est autour de la littérature médiévale française, il y a des ponts avec le néo-gothique du XIXe, avec la littérature fin de siècle, des choses comme ça. Et alors peut-être le fil conducteur. Ah oui, le fil conducteur, juste une chose, oui, entre les deux. Là, pour le coup, le point commun, parce que du coup, je disais, c'est les motifs du conte. Le point commun qu'il y a entre ces deux
types de littérature ou ces deux champs littéraires que j'ai explorés, c'est l'approche symbolique du monde. Voilà. Par ailleurs, moi, je travaille comme graphiste typographe. J'ai une formation de dessin typographique, donc je m'intéresse à l'histoire de l'écriture, aux signes, à la forme, à la question du signe, la question du symbole. Et évidemment, il y a des passerelles avec la littérature. Donc c'est ça, je dirais, le rapprochement qu'on pourrait faire entre les deux textes. Et donc, dans le roman de la rose qui renvoie à la femme, à la figure féminine, Ronces et d'épines, vous avez travaillé aussi la symbolique de la même manière pour les jumelles, pour une représentation de la féminité. Est-ce que vous avez aussi collaboré avec votre éditeur? Vous nous parliez de votre premier métier de graphiste. Comment ça s'est passé, la collaboration autour de la couverture, sachant qu'il y avait une dimension symbolique dans le titre aussi? Oui, alors la couverture, c'est le travail d'un illustrateur très talentueux qui s'appelle Tristan Bonnemain. Et moi, j'ai pas eu de relation avec Tristan pour le choix. J'ai discuté avec mes éditeurs du style, d'image, d'esthétique, en fait, l'esthétique du livre qui renvoie forcément, l'esthétique littéraire renvoie aussi à une esthétique artistique. On avait envie d'aller vers l'idée de la tapisserie mille fleurs, donc quelque chose qui est comme ça très chargé. Et la particularité de ce type je parlais de symbolique, mais de ce type de représentation, c'est que en fait vous avez dans l'image, vous avez toujours une première version, une première vision de l'image, et puis ensuite il y a des petites choses cachées qui se découvrent et qui sont des clés pour comprendre. Donc là on a par exemple les inséparables, l'araignée. Si on regarde un peu en détail dans la mare de sang, on peut voir des spectres. Et après voilà, juste la seule chose, c'est quand on avait eu la première version j'ai vu la première version de la couverture, pour dire vraiment il y avait un oiseau ici, vous voyez, donc c'est une question que je me suis posée, est-ce que c'est l'oiseau de l'histoire ou ça l'est pas? Si ça l'est pas, il va falloir en faire plusieurs pour pas que justement on puisse s'accrocher sur la symbolique. Mais voilà comment on a travaillé. Oui, c'est une belle collaboration. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir, merci d'être là, merci à vous de nous accompagner et puis de faire cette modération. Donc oui, les éditions du Typhon, c'est donc une maison d'édition de littérature. On a une collection qui est plutôt réaliste, qui s'appelle Après la tempête, et puis on a cette collection fantastique qui s'appelle Les Hallucinés, qui est sur la littérature fantastique, gothique, la littérature dite de mauvais genre. Et aujourd'hui, on a donc cet illustrateur, le bien nommé Tristan Bonnemain, qui travaille avec nous sur cette collection. Il y a une exception où on a fait travailler quelqu'un d'autre sur un titre, mais sinon c'est lui qui est chargé de l'ensemble des couvertures de cette collection Les Hallucinés. Donc il a pu notamment faire la couverture du premier roman de Lucie dont on a parlé, voilà le chien noir, et également Roman de Ronces et d'épines. On est même allé encore plus loin avec lui, où on a travaillé sur un recueil d'Hoffmann, et Theo Hoffmann, l'auteur romantique allemand, l'inventeur du réalisme fantastique, et ce recueil-là est devenu un recueil illustré. Voilà, à l'occasion, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à son travail. Et voilà, et comme l'a dit Lucie, donc avant ça, il y a évidemment un travail d'accord avec l'auteur et l'autrice pour voir mais c'est à nous de faire cette première proposition. Et ensuite, le travail de Tristan, c'est toujours un travail qui doit être un travail où on a envie de s'y replonger. C'est-à-dire qu'on voit la couverture, on peut être, je l'espère, attiré vers elle, et à la lecture du livre ou après la lecture du livre, on découvre que c'est chargé de symboles et tout s'éclaire, d'une certaine mesure. Et puis le travail de Tristan s'arrête pas simplement à la couverture. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez vu le livre, même en PDF, vous avez vu qu'à l'intérieur, il y a des petites surprises, des petits dessins. Donc ça fait partie du soin un peu essentiel à apporter au livre pour que vous ayez envie d'y revenir. Dans cette collection Les Hallucinés, il y a aussi des rééditions de textes, parce que je vois Hoffmann notamment, dans une nouvelle traduction, d'accord. Alors, une des thématiques de vos deux livres, moi, ce qui m'a frappée, c'est la place de la femme dans une société qui est celle du XVIIe, et puis la société du Moyen-Âge, comment le regard de l'écrivain sur ces personnages féminins peut évidemment impliquer une lecture du lecteur. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans votre roman, Lucie Barat, c'est effectivement peut-être une lecture féministe qu'on n'avait pas habituellement dans un texte
du Moyen-Âge, parce qu'il est question quand même beaucoup il y a 2 morts en couche, la mère et la fille. Et je voulais savoir s'il y avait sous-jacent une volonté aussi de donner un éclairage féministe à ces histoires. Absolument. Voilà, oui. que vous avez traité. Que ce soit dans Le Chien Noir ou dans Roman de Roncé d'Épines, on peut dire oui, il y a une dimension féministe, il y a une intention féministe. Alors moi, souvent je l'emploie pas trop parce qu'il n'y a pas une intention, à mon sens, militante. C'est pas dans ce sens-là. Je vais revenir à quelque chose de très simple, c'est-à-dire que puisque je sais que dans la salle, on a des aspirants écrivains, et quand j'étais enfant, je pense qu'une de mes premières passions littéraires a été La Comtesse de Ségur. Et j'étais fascinée par le fait que ce soit l'histoire de petite fille, ce que j'étais, raconté par une femme. Et donc je me disais, ah oui, donc c'est possible. Mais parce que je me projetais quand même dans le futur. Je me disais, du coup, moi, quand je serai grande, j'écrirai des romans moi aussi, parce que certainement, et là du coup maintenant que je suis grande, j'ai toujours eu cette recherche de l'héroïne, la figure de l'héroïne, et le désir de travailler autour de ces questions-là, parce que bah oui, en termes de représentation ou de personnages féminins, là, tout à l'heure je parlais de la littérature fin de siècle. Bon, bah dans la littérature fin de siècle, par exemple, on a beaucoup les femmes souvent comme des personnages de femmes fatales, avec toujours le héros, c'est toujours un jeune homme transi d'amour pour une femme qui potentiellement est vénale ou va l'entraîner vers sa perte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est en regardant ou en réétudiant ou en travaillant avec les formes de littérature plus anciennes, c'est de faire un pas de côté pour parler d'un monde contemporain, pour réinventer, pour encore une fois remettre de la vie. Pour moi, c'est pas exactement réécrire, mais plutôt relire et ensuite créer. Et permettre à des héroïnes qui pourraient être des héroïnes contemporaines de s'incarner dans des histoires. Le fait de le décaler dans le temps ou dans la forme permet, à mon sens, de faire ressortir les traits plus fortement. Parce que quand on prend des formes anciennes comme ça, on est forcément dans un contexte historique plus corseté, forcément. Et donc, ça permet de souligner encore plus les différences, souligner l'émancipation, souligner la question du désir. Voilà, à mon avis, c'est ça l'outil. Oui, ce que vous expliquiez très bien, c'est qu'il y a un travail du stéréotype de l'époque, avec ce pas de côté, puisque ce personnage de Diane Chasseresse, on le trouve assez peu dans la littérature médiévale, et en même temps, on se prend en tant que lecteur, lectrice à se dire, bah oui, effectivement, on est dans une vision stéréotypée de la femme avec la broderie, qui ne s'aventure pas forcément dans la forêt, qui n'a pas ce dialogue avec le père chasseur. Et c'est ça que je trouvais extrêmement intéressant. Ça travaille à la fois nos stéréotypes de lecteurs familiers de ces textes, et en même temps avec une approche nouvelle dans la représentation du personnage et son parcours narratif. Oui, et puis il y a évidemment un moment, je pense, quand on est lecteur, lectrice, il y a souvent une forme d'identification, et c'est comme ça aussi que se crée le lien affectif qu'on peut avoir avec un texte. Donc l'idée, c'est d'essayer de transposer des choses qui sont personnelles, intimes, que ce ne soit pas forcément des choses qui me sont arrivées à moi, mais qui sont arrivées à d'autres, et de les mettre en scène pour interpeller le lecteur. Et là-dessus, donc pour parler de Roncé et Épines, c'est vrai que j'ai vraiment en plus travaillé sur des jumelles, donc elles sont similaires mais pas pareilles. Il y en a une qui est blonde, il y en a une qui est brune. Il y en a une qui est l'archétype, le stéréotype de la petite fille modèle. C'est un petit clin d'œil à la comtesse de Ségur. Et puis il y en a une autre qui est l'archétype du garçon manqué. Et ce qui est pour moi intéressant, c'est l'idée de se projeter dans une société. Enfin, à partir du moment où il y a société, il y a distribution des rôles, et on peut imaginer que, quelle que soit l'époque, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément à la place où ils auraient aimé être. Mais dans la littérature médiévale, si on parle du roman de la Rose ou d'autres textes, la chanson de Roland, oui, c'est quand même très souvent des héros masculins, des chevaliers. C'est eux qui mènent le récit. Les personnages féminins sont toujours des archétypes de beauté, ou au contraire des personnages un peu effrayants. Et puis elles ont
il se passe pas grand-chose quoi en termes d'action. Donc là, c'était intéressant de renverser et du coup de se questionner sur la question du désir à nouveau, c'est-à-dire être un individu, devenir un individu. Et qu'est-ce que c'est être une femme? Est-ce que c'est nécessairement aimer la broderie ou pas? Est-ce qu'on peut encore être une femme quand on aime grimper aux arbres? Enfin voilà, c'est pour voilà, simplifier un petit peu, mais je termine là-dessus sur ce qui était intéressant pour le personnage de Ronce, parce que on pourrait dire la petite fille modèle. Moi, ce qui me plaisait bien dans cette idée, c'était que elle est effectivement une petite fille obéissante. Elle va faire comme sa mère. Elle est sage et puis elle a peur de l'extérieur et elle fait de la broderie, qui est donc une activité qu'on lui a enseignée depuis qu'elle est enfant et qui est une activité domestique qui était réservée aux femmes, une activité a priori tout à fait inoffensive. Et moi, ce que j'aimais dans cette histoire, c'est que en fait, ça va pas se passer aussi bien que ça, et qu'il y a finalement peut-être une forme de danger, de mise en danger, parce que en même temps, elle va toucher à la question de la création, et puisqu'il y a aussi la mère qui, elle, porte des enfants, donc c'est la question de la création du point de vue féminin. C'est vraiment aussi ça, c'est le contact avec le monde réel à partir de son corps et la capacité à produire des êtres vivants. Et là, il y a un parallèle avec la création. Et cette idée que finalement, même si dans l'histoire de l'art, en particulier l'histoire médiévale, il y a très très peu de femmes dont on ait retenu le nom, ça ne veut pas dire qu'il y avait peut-être des femmes qui avaient des talents incroyables et qui sont jamais parvenues jusqu'à nous. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette idée de l'oubli et de ressortir quelque chose. Je trouve ça assez fascinant. Et c'est comme une sorte d'hommage à des œuvres qu'on verra jamais, à des femmes qu'on n'entendra jamais, et que du coup on peut faire parler, ou qu'on peut sans que ça soit des marionnettes, hein, c'est pas ça, mais d'arriver à donner une voix, donner une visibilité, et certainement du coup ça fait un lien avec là où on en est nous aujourd'hui, j'espère. Et la forme littéraire, les thématiques, vous avez, j'imagine, peut-être relu pendant l'écriture ou avant un certain nombre de livres. Est-ce que vous vous êtes rendu dans des lieux, dans des forêts Est-ce que vous avez imbriqué à la fois des lectures et des recherches plus concrètes? Oui, beaucoup. Alors moi, j'ai vraiment besoin de faire mon nid dans un imaginaire, parce que ça fait partie du plaisir que j'ai à écrire. C'est beaucoup le plaisir d'imaginer. C'est quand même une manière de jouer, hein. C'est une façon de jouer, de construire. Donc j'ai lu beaucoup de littérature médiévale. Vous parliez du roman de la Rose, les laits féeriques, les laits de Marie de France, la poésie de Charles d'Orléans, la chanson de Roland, évidemment, Aucassin et Nicolette. Enfin, voilà, je vais pas faire une liste exhaustive, mais c'est pour dire vraiment de se plonger là-dedans. Et puis du coup, quand on s'intéresse à la littérature médiévale, en tout cas moi je trouve que c'est une logique de s'intéresser aussi à la musique médiévale, à la chanson médiévale, donc les chansons dites folkloriques, l'esthétique de la musique médiévale, et puis beaucoup d'images, comme certainement parce que je suis graphiste au départ, moi je suis vraiment obsédée par les images, donc à la fois j'ai constitué un immense catalogue comme ça d'images, mais il faut les sélectionner, c'est un peu comme la théorie de Marie Kondo, vous voyez, il faut que ça fasse faut qu'on ait l'étincelle de joie. Et là, vous sentez moi je sens qu'il y a un truc, là, je me dis cette image-là, ah oui, ça c'est intéressant. Donc il y a l'effet de faire le tour de la boutique pour voir ce qu'on a en magasin, et puis ensuite de dire ça, si je les mets ensemble, il y a quelque chose qui vibre. Donc beaucoup. Et puis je me suis rendue dans des lieux, surtout des musées, le musée de Cluny à Paris. J'ai fait aussi d'ailleurs, en plus du musée de Cluny, une très belle exposition sur la broderie au Moyen-Âge. Ça tombait bien. Je suis allée à Avranches, je suis allée à Bayeux. Enfin voilà, je suis originaire d'Amiens, j'ai un lien avec l'histoire médiévale du coup. Oui, beaucoup de tout ça. Et je sais pas si j'ai fait le tour. Ah oui, il y a quand même aussi un autre aspect. C'est que c'est pas un roman historique, mais il y a quand même, pour créer une réalité, même si elle est imaginaire, il faut des ancrages qui soient crédibles. Et puis c'est plus rigolo. Donc j'ai lu beaucoup d'essais, que ce soit des essais sur la littérature médiévale, mais aussi sur l'histoire médiévale. Et puis ensuite de se renseigner même sur des détails de comment on jauge le temps, les distances, la symbolique des animaux, la chasse, bien sûr. J'ai lu le livre de la chasse de Gaston Phébus.
très intéressant d'ailleurs, très pratique, donc ça tombait bien. Mais donc il y a tout le vocabulaire aussi. Alors ça c'est mon. Je peux pas parler pour les autres, je dis juste comment moi je fais. Hein. Mais des listes de mots, des oui, beaucoup. Oui, ça, je liste des mots. J'ai des lexiques en fait par sujet, que ce soit la forêt, les arbres, les fleurs, les oiseaux, les chants des oiseaux, comment ils chantent, quels sont les mots qui existent. Pour le chien noir, j'avais travaillé aussi beaucoup de vocabulaire, mais plutôt du vocabulaire 17e, 18e. Là, il y avait l'idée d'en employer entre guillemets le moins possible. C'est pour ça, comme en fait au Moyen-Âge, il y a moins d'adjectifs. Faut trouver d'autres manières de raconter sans que ça sonne comme un pastiche. C'est vraiment toujours de prendre ça comme un jeu et d'en faire quelque chose de vivant. Je travaille beaucoup avec le dictionnaire historique de la langue française, que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai regardé un peu d'ancien français, puis beaucoup de textes sur... beaucoup d'articles de chercheurs sur la vie au Moyen-Âge et la littérature au Moyen-Âge, comment les femmes étaient représentées dans la littérature, la place de la chevelure, les gestes, les perroquets, enfin voilà, je passe, c'est des meilleurs. Et en tant qu'éditeur, vous êtes intervenu à quel moment, on va dire, de la production du texte, en amont, à la fin? Oui, donc là, c'est vrai qu'il y avait une particularité, c'est que donc il y a eu le premier texte de Lucie, Le Chien Noir, en 2020. Après Le Chien Noir, Lucie nous a fait part de son projet, donc on a pu suivre un petit peu les différentes étapes. Et ensuite, peut-être qu'on en parlera en détail tout à l'heure, mais le métier de l'éditeur, on le voit un petit peu comme un métier de producteur en musique. Vous savez, c'est-à-dire qu'on reçoit une version. Pour nous, c'est la V1. Vous apprendrez tout à l'heure, vous verrez que pour Lucie, c'était quasiment la V25. Quoi. Vous voyez, elle a énormément travaillé. On a eu cette version-là. Et ensuite, on a retravaillé. On a retravaillé à 3, donc avec mon frère, qui est l'autre éditeur. Et on a fait en sorte de pouvoir, à notre sens, chacun pousser le texte à son firmament. C'est des discussions sur l'agencement des chapitres, la forme, une expression, le titre. Alors, c'est de quel ordre? Oui. Alors c'est un peu tout ça, effectivement. C'est-à-dire que vous savez, là, depuis qu'on appelle la littérature et non plus les belles lettres, on n'a plus un réglage qui sera un réglage parfaitement ordonné. Donc on est moins dans une position d'autorité que dans une position d'altérité. Ça a l'air savant, mais tout ça pour dire qu'on est quasiment le premier lecteur. Donc en tant que lecteur, on dit là on n'a pas compris, là il y a ci, là ça se répète, là il y a ci, il y a ça. C'est-à-dire qu'évidemment on conçoit et on sait tout le talent de Lucie, ses qualités, etc. Mais on essaie de voir les moments où c'est un petit peu plus faible, le moment où c'est des choses qu'elle a pu dire ailleurs, des moments où on sent qu'il y a une certaine faiblesse, et on essaye tous ensemble de restructurer l'ensemble. Plus la difficulté propre, Lucie en parlera mieux que moi, mais au roman, qui est effectivement d'avoir un œil partout. Et votre parcours personnel pour arriver à être éditeur, est-ce qu'il y a un parcours littéraire à l'origine? Alors oui, donc moi j'ai fait mes études à Lyon, voilà, à Lyon 2 par contre. Je suis désolé, si j'avais su. Et non, à l'époque c'était les DUG, donc j'ai fait un DUG d'histoire de l'art et de lettres. Après j'ai fait une licence de cinéma lettres, un master qui était sur des questions liées à l'esthétique, et puis tout ça était absolument passionnant, mais j'ai vu un panneau s'afficher qui disait chômage. Donc j'ai eu un tout petit peu peur, et j'ai fait un master pro de médiation culturelle. Enfin, c'était très large, c'est le moment où les masters pro. Ensuite j'ai travaillé vraiment, j'ai fait des différentes choses, principalement dans des musées, dans des mémoriaux. Voilà, sur des questions liées à l'histoire, à la mémoire, et puis à la façon dont on peut un peu réfléchir à tout ça. J'ai eu l'occasion de vivre aussi un petit peu ailleurs, à l'étranger, dans 2 autres pays, et je suis rentré. Il y a eu cette idée-là. Mon frère, lui, a fait des études à Grenoble. C'était un master métier du livre. Voilà. Ensuite, il a pu travailler un temps chez De Noël. Il s'y est beaucoup ennuyé. Voilà, c'est le problème dans les grandes maisons, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fois elles ont du travail, mais bon, on a un poste qui est beaucoup plus répétitif. Et derrière, il a pu travailler chez Elisade, qui est une très belle maison tunisienne. Voilà, on salue le travail et le courage, et c'est pas facile. Et c'était le représentant en France, pas représentant au sens d'équipe commerciale, mais représentant au sens où c'était l'interlocuteur pour les libraires, l'interlocuteur pour les auteurs. Et en travaillant dans une petite maison, il y a évidemment une fragilité, une précarité économique. En revanche, on fait tout. Donc il a appris à tout faire. Il a acquis un savoir-faire très important
important. On avait cette idée depuis longtemps et puis on savait que tous les deux, il fallait se former, il fallait se projeter, il fallait être capable de, maîtriser des langues étrangères, reconnaître des catalogues et puis avoir lu pour être capable de voir les petites propositions qu'on pourrait apporter à chaque fois par rapport à cette chose très très vaste de cette forêt littéraire. Merci pour ces précisions par rapport à votre parcours. Peut-être, Lucie, vous pouvez nous lire un extrait, ou à moins que les étudiants, je vous avais sollicité s'il y avait des volontaires, est-ce que certains souhaitent lire un extrait du livre? Ils sont très timides, ils sont en première année. Donc, 3. Qui dit mieux? Vous aviez en tête un extrait ou pas? Non, vous êtes absolument libre de votre choix. Je vous lis le premier chapitre. Au commencement était le printemps. Un beau matin de printemps. Un beau matin de printemps où le soleil reverdit la grisaille de la nuit, au premier jour du mois de Marie, l'épouse du Seigneur a donné naissance. De son ventre charnu, nerveux, gorgé de sang chaud, sont nées 2 petites filles, les premières nées du chevalier et de sa dame. Nobles jouvenceaux, fraîchement mariés, déjà sommés de procréer. Les 2 sœurs ont été lavées, ondoyées, frottées de sel, enduites de miel. Les hurlements de l'accouchement ont laissé place au silence du repos. À présent, elles sont là, les minuscules, qui sommeillent à poings fermés. 2 bébés dans leur berceau en bois de chêne, enveloppés de langes brodées de fleurs, brodées de feuilles enlaçantes, caressantes. Leurs visages plissés émergent des tissus blancs dans lesquels elles sont baignées. Leur respiration est légère. Leurs veines tracent d'infimes ruisselets de sang, battant la mesure. Leur peau est aussi fine que le plus délicat des pétales. Leurs cheveux sont aussi doux que le plus fin des duvets. Leurs joues sont aussi tièdes que le lait de leur mère. 2 sœurs d'à peine quelques heures, aussi semblables que 2 boutons de rose, gonflés de vie, prêts à éclore. Dehors, en ce beau matin de printemps, où la ramée ondoie et le bourgeon verdoie, les oiseaux piaillent. Agrippés à leurs branches, ils pépillent, ils gazouillent, ils roucoulent d'excitation. Du fin fond de l'immense forêt, ils font gonfler leurs gros gosiers et trembler leurs langues effilées. Plus fort, ici le coucou, ici le geai, ici le perroquet. Plus fort, ici la grive, ici l'alouette, ici la fauvette. Soudain les oiseaux s'élancent. Ils s'envolent toutes plumes dehors, le bec à l'air, la chanson haute. Par dizaines, par milliers, par dizaines de milliers, les voici qui plongent dans l'éclat du ciel. Ils poussent leur mélodie bariolée au-dessus des arbres, loin vers les cieux, par-delà la cime des nuages. Ils filent dans le vent, ils se rinent en pure cacophonie, ils s'engouffrent par la plus haute fenêtre de la tour, l'unique tour du vieux château de pierre grise, acculé à la lisière des bois, accroché à un escarpement de roches. Ils envahissent la chambre où dorment les nouvelles arrivées. Ils tourbillonnent au-dessus des bébés. Ils se cognent les uns aux autres, excités, exaltés. Certains se penchent sur le linteau de la cheminée, d'autres sur le coffre empli de linge, d'autres sur le siège abandonné, d'autres sont sur le plancher. Ils grattent le sol en babillant, ils le salissent de leur déjection. Ils le griffent avec leur bec. De vieilles corneilles, de jeunes moineaux se penchent au-dessus des berceaux. Ils se cramponnent du bout des pattes. Leurs voix tressautent, leurs yeux ronds guettent les 2 bébés. Pourtant, rien ne réveille les 2 sœurs, profondément endormies, indifférentes au monde extérieur. L'une d'elles fronce les paupières, absorbée par un mauvais rêve. Cette enfant-là est blonde comme la feuille d'or dont on recouvre les icônes, blonde comme le fil d'or dont on tisse les ors froids, tandis que l'autre, sa jumelle, est brune comme la terre sur laquelle pousse la forêt, la terre qui colle au sabot des pales froids et fait le régal des vers. La voici cette sœur, qui s'agite à son tour et qui grimace dans son sommeil. Les 2 sœurs ont-elles déjà oublié l'épreuve mortelle qu'elles viennent de surmonter ? La douleur et la puanteur, le sang et les hurlements, la blonde, petit poing serré, qui semblait ne jamais vouloir s'arracher à la chaleur des entrailles, la ventrière dut la dégager de ses propres mains pour sauver sa vie et celle de la mère. Puis la brune, petit pied croisé, qui a surgi sans être attendue, achevant de déchirer l'entrejambe de la jouvencelle en souffrance. La première, aussi blonde et menue que sa mère, la seconde, aussi brune et vigoureuse que son père, et le froid de l'air qui leur brûlait la poitrine. La vie s'accroche à la chair. Combien de temps survivront-elles ? Dehors, la brise chasse les nuages qui s'étirent encore. Le souffle du ciel se frotte à chaque feuille de la canopée. Les oiseaux qui n'ont pas pu entrer dans la chambre bondée voltigent aux abords de la tour en sifflant, jasant, gémissant. Ils tournent dans les airs, ils encerclent le château d'une nuée obscure. En ce premier jour du mois de Marie, en ce beau matin de printemps célébré par tant de cris, le monde est si grand, les becs sont si coupants, pourtant les 2 enfants dorment paisiblement. Mais qui donc a entrebâillé la fenêtre pour laisser entrer les oiseaux ? L'histoire ne le dit pas.
Pas plus qu'elle ne nous a révélé le nom de ces deux sœurs nées jumelles, si ce n'est qu'à leur vue, leur nourrice, qui fut aussi la coucheuse de leur mère, déclara que ces deux-là seraient à jamais comme ronces et épines, comme la ronce qui enserre et l'épine qui perce. Merci Lucie pour cette lecture qui donne envie à ceux et à celles qui n'ont pas encore lu le livre de s'y plonger. On va vous passer la parole. Je crois que vous avez préparé quelques questions. Allez, qui se lance ? Est-ce que vous aviez des appréhensions ou des attentes en écrivant votre livre ? Sur le deuxième ou en général ? Sur celui-ci ? Oui, beaucoup. Les deux. Alors, beaucoup d'appréhension parce que c'est difficile d'écrire un deuxième roman. C'est-à-dire, c'est une grande chance quand le premier roman a eu une très bonne réception, beaucoup de très bons retours, et en même temps, du coup, il y a une appréhension parce qu'on n'a pas envie de décevoir, et à commencer par soi-même, on n'a pas envie de se décevoir. Et puis aussi parce que quand j'ai fait le premier roman, Le Chien Noir, j'avais pas de plan de carrière, quoi. Je faisais un roman, mais je m'emballais pas vraiment, quoi. Je me disais pas, ça y est, j'en ai écrit 10, j'ai tellement d'idées dans mes carnets. Voilà, je savais pas trop où j'allais non plus. Je faisais quelque chose qui me tenait à cœur, mais ça me prenait un peu de temps après de savoir vraiment qu'est-ce que j'avais envie de faire, où est-ce que je pouvais à la fois prendre plaisir et puis en même temps que ça avait du sens, parce que du coup, la particularité, peut-être que là c'est une question aussi sur l'attente que moi je peux y mettre, c'est qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits et beaucoup de livres qui sont publiés. Déjà, il y en a plus d'écrits que de publiés, mais publiés, il y en a déjà beaucoup. Mais donc du coup, il faut avoir quelque chose à dire, quoi. Vous voyez, il faut vraiment avoir quelque chose à dire. En plus, c'est très long d'écrire un roman. Ça demande beaucoup de temps et d'engagement. Donc, il faut vraiment que ce soit une histoire qui tienne à cœur. Et donc là, mon attente principale, c'est un défi pour moi-même, déjà d'arriver à partir d'une forme qui soit pas une forme un peu comme ça systémique comme le chien noir. J'étais partie du conte, donc au niveau de la structure narrative, il y avait un balisage. Là, j'avais moins de balisage, donc c'était d'arriver à faire ça, que ça tienne encore. C'était d'arriver à travailler sur le style. J'avais essayer des choses sur Le Chien Noir. Là, c'était différent. C'était pas exactement comme Le Chien Noir. Il y avait un enjeu, quoi. Je savais pas si j'allais être capable de le faire. J'avais envie, mais donc j'avais cette attente-là au niveau du style. Et puis, oui, en termes d'attente, ouais, d'arriver au bout, quoi. Vraiment d'arriver au bout et d'arriver au bout déjà. C'est pas mal ça. Quand même. Oui, il y a des techniques, je pense. Il y a des techniques pour arriver au bout. Alors, je vais parler pour moi-même. Je dirais que nécessité fait loi. Quand vraiment il faut le faire, faut le faire. Donc ça veut dire il faut se donner d'un cadre. C'est vraiment comme je prenais cet exemple hier. On parlait de ça comme le sport. Je pense que ça ressemble vraiment au sport dans la mesure où c'est un entraînement, c'est une gymnastique pour arriver à un résultat. Alors sur le sport, il y a l'idée d'une performance à un moment donné. Là, la performance, si on peut appeler ça, elle se fige dans un texte, mais ça veut dire que il y a une régularité, il y a une organisation, une méthode. Donc moi je travaille tous les vendredis. Le vendredi je suis disponible pour personne. Je culpabilise pas si je réponds pas aux messages, si je réponds pas aux mails. Moi j'ai besoin absolument de couper tous réseaux sociaux. Alors évidemment parfois je dis ça puis dans la journée je fais une pause, hein, mais il faut arriver à enlever toute j'allais dire presque le surmoi, c'est-à-dire tout ce sur quoi vous pourriez vous donner des excuses pour pas le faire. Et après, une fois que vous êtes là, il faut le faire. Et il faut d'abord faire, et puis il faut réfléchir ensuite. Il faut faire, même si c'est pas bon, même si c'est frustrant, même si ça marche pas. Il faut tenter de sortir des choses. Donc parfois, moi, ma stratégie, c'était de me dire bon là, je coince, je sais pas, ça vient pas. Bon, je vais aller regarder des images, je vais aller écouter de la musique en lien, ou je vais aller lire encore, je vais aller relire Les Laits de Marie de France, tiens, et peut-être que ça va revenir.
Donc ça, c'est une chose. Et puis, il faut quand même se donner un peu des dates. C'est de se dire, voilà, là, j'aimerais bien que ce manuscrit soit fini à tel moment. Pour qu'à la fin, on puisse mettre un coup de collier et se donner toujours des mini-objectifs. Si vous vous donnez un grand objectif, si je me dis demain, je veux écrire un roman, bon, moi, là, celui-ci, j'ai mis 2-3 ans à le faire. Enfin, j'ai mis 3 ans à la fin, 3 ans pour le faire. Bon, alors moi, je note chaque temps que je passe. Dire dès que j'allume l'ordinateur, le temps que je passe. Donc j'ai recalculé après. En gros, j'ai plus exactement le chiffre, mais on est autour de 6 mois entiers. Si je passais 7 heures par jour pendant 6 mois, tous les week-ends, tous les jours, voilà, j'écrirais un roman. Vous voyez, donc étalé sur le temps, sans compter les recherches. Donc ça prend du temps. Du coup, pour y aller, c'est des étapes. En fait, faut se donner un premier objectif. Déjà, faire un chapitre 1. Ou déjà se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai terminé le plan. Tiens, aujourd'hui, j'ai avancé sur ça. Et du coup, ça devient faisable. Je vais reprendre l'autre exemple. Vous voulez monter l'Everest. Évidemment, il faut être fixé sur l'objectif final, le sommet. Mais déjà, première étape, premier refuge. Et se dire, à ce moment-là, ça, c'est bien, ça, j'ai réussi. Déjà, c'est déjà ça. Et à la fin, voilà, ça fait ça. Merci. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit ça me plaît pas ce que j'écris, ou je sais pas si ça va plaire aux autres, est-ce qu'il faut que j'arrête ou que je recommence un chapitre ou une autre histoire? Sur ce texte-là, il n'y a aucun moment où je me suis dit qu'il fallait pas faire cette histoire. Mais par contre, j'ai beaucoup douté. Ouais, vraiment beaucoup. Il y a eu tellement de jours où je me suis dit, mais en fait, j'y arriverai jamais, quoi. Ça marche pas, j'y arrive pas. Je sais pas, mais vraiment beaucoup, hein. Vraiment. Non, il a été très dur à écrire celui-ci. Donc, honnêtement, je me suis découragée quasiment à chaque fois que j'écrivais, quoi. Donc, c'est pour ça que je disais, il y a un moment, c'est quand même de garder une petite part de confiance en soi, c'est-à-dire parce que sinon, vous voyez, c'est un peu traître, on arrive toujours à se trouver des excuses. Oui, mais là, j'ai pas le temps parce que ceci, ou en fait, même quand on se dit ouais, mais en fait, c'est moi, je suis nulle, j'y arrive pas. En fait, on se donne un peu des excuses parce qu'au fond, quand on se lance sur le projet, on sait un petit peu que c'est faisable. Vous voyez, c'est très difficile de désirer quelque chose qu'on pourrait jamais avoir. On se met rarement à désirer quelque chose qu'on peut pas du tout avoir. Je dis désirer, hein, je dis pas rêver de. C'est pas pareil. On peut rêver, je sais pas moi, je peux rêver d'avoir une villa à Miami avec piscine. C'est pas pareil que vraiment le vouloir. Et donc ça, je pense qu'il faut rester à s'accrocher à ça parce que effectivement, oui, sinon. Mais vous avez aussi des fois des gens dans votre entourage qui vous soutiennent, qui peuvent vous dire mais si c'est intéressant. Donc peut-être des fois il faut se tourner vers des gens qui vont un peu vous rebooster, vous remonter pour remonter en selle, pour y retourner. Donc il faut regarder bien chaque petite victoire, mais sinon oui, non, honnêtement moi j'ai beaucoup. Alors il se trouve que je tiens. C'est pas avec une rigueur infinie, c'est juste parce que j'aime ça, j'en ai besoin. Donc moi, je tiens un journal depuis que j'ai 9 ans. Et sur les romans, vous savez, il y a des livres pour apprendre à écrire. Il y en a un d'Elisabeth George que j'ai lu il y a très longtemps, qui est très bien d'ailleurs, qui s'appelle Mes secrets d'écrivain. Elle raconte qu'elle fait des journaux de romans, le journal du roman. Donc moi, j'ai un journal du roman Ronces et Épines. Et où je note un peu les trucs du jour, quoi. Et franchement, si je lis ce journal, des fois c'est la déprime, quoi. Il y a vraiment des moments où je suis là, ouais, bon, on est très très loin de finir ce manuscrit, quoi. Peut-être qu'il y a des moments, il y a que le fait de faire le journal qui fait que ça peut encore, voilà. Donc, du coup, vous faisiez lire votre commencement à d'autres personnes pour avoir un avis? Alors, moi, pas trop, parce que tant que ça n'a pas une forme qui s'approche de ce que j'essaye de faire, c'est pas la peine de montrer parce que les retours pourront pas être justes et ça va plus me déstabiliser qu'autre chose. Donc non, j'ai fait lire à mon ex-compagnon, je lui avais fait lire par exemple les 3 premiers chapitres quand ils étaient là, puis les 7 et puis la fin, mais c'est tout. Ensuite, là pour le coup, j'ai envoyé donc avant que mes éditeurs le lisent la version 1 du manuscrit, ce qu'on a appelé la version 1. On en parlera après si vous voulez, mais ce qu'on a appelé la version 1
je leur ai envoyé en même temps que je l'ai envoyé à 2 amis très chers qui sont mes premiers lecteurs, qui sont Elisabeth Lemire et Jacques Cotin. Elisabeth Lemire qui avait fait la postface de mon précédent roman et qui sont tous les deux des personnes qui ont travaillé très longtemps dans l'édition, qui sont passionnées de littérature. Et donc, je trouve que leur regard est toujours intéressant. Et ensuite, quand j'étais en train de travailler sur la réécriture, je l'ai fait lire à une amie parce que dans ce livre, il est question d'accouchement, de maternité, ce qui est une expérience que j'ai pas vécue, que je n'ai fait que imaginer, d'après ce qu'on m'avait raconté, d'après ce que je peux voir, d'après ce que je peux imaginer. Donc, je voulais être certaine que je racontais pas trop n'importe quoi. Voilà. Donc, non. Et puis, c'est pareil, les premiers lecteurs, c'est pour ça que c'est important d'avoir des éditeurs avec qui on s'entend bien et avec qui on aime travailler, parce que voilà, le regard du lecteur, faut savoir comment il lit. Moi, je veux dire, je dis n'importe quoi. Imaginons que vous écriviez un thriller, quelque chose de vraiment très très torturé, et vous le faites lire à votre petite sœur qui est fan de romance. Bah, elle va pas aimer, quoi, et elle va peut-être vous dire, bah ouais, mais ça va pas, oui, mais c'est pas forcément la vie dont vous auriez besoin. Et donc avoir l'avis de quelqu'un qui peut prendre le recul sur la création, etc., et vous faire entendre ce que vous aimeriez, ou vous faire entendre des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, mais que vous savez que ça peut vous servir, ça c'est compliqué. Donc voilà, moi je fais comme ça, parce que sinon ça me découragerait trop. Et j'avais une dernière question. Est-ce qu'il y a eu un gros changement entre le livre 1 et une autre écriture, du coup, quand vous le donniez à votre éditeur Entre le livre 1, vous voulez dire entre le manuscrit que j'ai envoyé et la version éditée ? C'est ça. Ben, je dirais que l'essentiel est là. On a retravaillé quand même des parties dans la deuxième partie sur la structure narrative. Il y a des passages qui ont changé, mais je reconnais encore mon bébé, quoi. Hein. Heureusement. Pourquoi avoir choisi de faire des descriptions aussi détaillées, et notamment sur des descriptions un peu répugnantes, entre guillemets? Une des choses que j'aime bien avec l'outil littéraire, c'est que on va imaginer avec quelqu'un qui est pas là. C'est-à-dire quand j'écris, j'imagine, et ensuite la personne qui va lire, elle va imaginer aussi. Donc on peut emmener quelqu'un là-dedans. Et je parlais du jeu, mais c'est quand même cette idée du jeu. Et la particularité, c'est qu'avec la littérature, on peut vraiment évoquer le monde de manière sensible, que ce soit au niveau du toucher, l'odorat, la vue, même le goût. Enfin, vraiment, tous les sens sont sollicités. Ce que je trouve, on peut pas nécessairement faire avec d'autres formes d'écriture de fiction. Donc c'est un plaisir pour moi de pouvoir décrire pour faire sentir. Mais c'est peut-être aussi parce que tout simplement, moi, quand je pense l'histoire, quand je l'imagine, puisque bon, je l'écris avec l'envie de le publier et l'envie qu'il soit lu par d'autres, mais au départ, je l'écris parce que moi, j'ai envie de l'imaginer. J'ai envie d'être dedans. Donc ça me vient comme ça, et puis ça participe à créer vraiment l'atmosphère. Et puis aussi parce que comme ça, dans une littérature, voilà, c'est une littérature vraiment de fiction, encore une fois, on peut jouer à ressentir des choses qu'on ne ressentirait pas dans la vraie vie. Et après, voilà. On reste pas nécessairement dans le répugnant, vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, c'est ça, pour créer de l'émotion. Dans le livre, on retrouve une omniprésence de la nature, rien que dans le nom des personnages principaux. Qu'est-ce que ça symbolise, cette forte description de la nature ? Alors pour la nature, je vais faire un parallèle avec le roman de La Rose. Je me suis en partie inspirée du roman de La Rose, dans lequel, dans la deuxième partie, Jean Demain fait référence à la nature. Alors, c'est un roman allégorique, donc il fait référence à la nature. Nature est un personnage. C'est un personnage un artisan qui fabrique du vivant en permanence dans sa forge. Et j'aimais beaucoup cette idée-là, justement, cette vision de la nature comme
un agent du vivant dont la préoccupation serait uniquement de faire du vivant. Il y a quelque chose là-dedans de familier et d'inquiétant, quoi, qui pourrait paraître un peu monstrueux si c'était vraiment un personnage. Vous voyez, si vraiment on devait incarner une nature qui réfléchit pas et qui met dans sa forge tous les ingrédients pour sans arrêt faire du vivant. Donc il y a ça. Après la nature, là, quand vous dites nature, on va peut-être aller plutôt sur la question du végétal. Même s'il y a l'animalité, elle est dedans, mais il y a l'idée donc du coup du vivant, mais aussi de l'imaginaire. La forêt, c'est un endroit dans lequel on peut se perdre. C'est un endroit mystérieux. C'est un endroit d'initiation. Donc c'est toutes ces choses-là que la nature représente et symbolise dans le texte. Et en fait, cette nature comme finalement un peu, je dirais même personnage monde, et en fait un triangle, comme un triangle amoureux avec les sœurs jumelles, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient, et c'est leur contact avec le monde, et c'est comme si se trouvait là la force de la nature, la force de la vie, vous voyez. J'ai une autre question. Il y a un peu un travail commun d'éditeurs et d'écrivains. À quel moment vous arrivez sur cet accord commun que le livre est terminé? Enfin là, parce que c'est difficile, je pense. On a tout le temps envie de changer des choses, de perfectionner les choses. Et à quel moment, c'est un peu comme un accouchement, quoi. À quel moment on se dit bon, là, c'est bon, on le donne, on le lâche dans la nature? Ouais, je te le répète. Et alors, pour ma part, je dirais que ça se sent. Il y a un moment, on sent que le texte est là. Voilà, donc on sent que le texte est là. On espère il sera là à temps. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? C'est tout. Voilà. Alors oui, c'est une très bonne question. Il y a cette dimension-là, et nous, notre côté, du côté éditorial, en fait, vous le savez peut-être, entre un éditeur et les libraires, si l'éditeur est diffusé, il y a une équipe de diffusion-distribution, et donc l'équipe de diffusion-distribution fait que voilà, il y a un agenda particulier qui a à respecter. C'est un texte qu'on a repoussé une fois, parce qu'on a décidé de le lancer à un moment particulier qui est celle de la rentrée littéraire. Voilà, celui de la rentrée littéraire. Il faut y aller, quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de livres, il faut tenter ça, et c'est ce qu'on a voulu tenter. Mais donc ça suppose un agenda aussi, de se dire, tiens, si on l'a pas terminé à ce moment-là, jamais ce sera bon pour les corrections, ce sera jamais bon pour l'impression, etc. Donc il y a cette barrière. Mais qui est une contrainte, comme d'habitude, plutôt positive, parce qu'au bout d'un moment, on peut se perdre aussi, et à des moments, un surtravail, c'est comme en musique, comme dans la production, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a le premier jet, le premier élan qui donne quelque chose, à un moment, non, c'est pas là, donc il faut retravailler, à un moment, on retravaille, et malheureusement, on va trop loin, et on rend la chose stérile. Et vous avez vu que c'est tout un texte, en plus, qui porte en lui-même cette question de la création, donc à un moment, il faut faire attention à ce que ce vivant reste vivant. Donc retravailler, c'est pas toujours très utile, parfois oui, parfois non. Et c'est ce qui rend la chose absolument excitante, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle absolue, quoi. Il y a vraiment une écoute qui doit être un peu plus fine de soi à soi, et puis de ce rapport qu'on a entre éditeur et puis autrice. Je vais juste ajouter quelque chose là-dessus, parce que quand on travaille dans ce duo auteur-éditeur, on a chacun des rôles différents. Moi, je suis du côté de la création, l'éditeur est du côté de la production, de la lecture. Donc ça, c'est bien, parce qu'on se rappelle chacun où on est. Et moi, par exemple, du côté de la création, ça, c'est ma manière à moi de travailler. Je sais pas comment font les autres, mais c'est vrai que j'aime bien que ce soit précis, que la virgule elle soit au bon endroit, que ça sonne, que ce soit nickel. Donc autant vous dire que moi, à la fin, je devenais zinzin, c'est sûr. Non, mais je veux dire, non, mais voilà, bon, Yves, qui est donc le frère de Florian avec qui on travaille, il me disait bon là, faut arrêter, quoi. Mais en plus avec la fatigue, vous arrêtez jamais. Donc à ce moment-là, faut faire confiance. Faut dire faire confiance. Alors les deux, faut se faire confiance à soi en disant bon, si vraiment je pense que cette virgule elle doit être changée, je le fais, mais je dois aussi surtout écouter que là ça va, quoi, parce que justement ce sont eux mes lecteurs en fait. C'est eux que je vais privilégier, c'est leur avis que je vais privilégier, donc faut faire confiance. D'ailleurs du coup j'ai une mini anecdote là-dessus, mais pour vous dire, donc le livre, vous savez certainement, il est imprimé bien avant la sortie du livre en librairie. Donc on l'a imprimé au mois de mai. Enfin, on a eu les livres au mois de mai, et puis il est sorti fin août. Donc déjà en mai, il y a quelques libraires qui ont commencé à le lire, etc. Bon voilà, moi une fois que j'ai le livre dans les mains, je suis aux anges, tout est merveilleux. Mais vous voyez, par exemple cet été, moi au mois de juillet, si je l'ouvrais, je disais ouais, peut-être là quand même. Hop,
Il y a peut-être encore une répétition. Peut-être que là, on n'aurait peut-être pas dû faire un saut de ligne. Et franchement, je ne pouvais plus l'ouvrir. J'avais décidé et c'est là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, mes éditeurs trouvent ça bien. Allez, hop, c'est parti. Faut plus que j'y pense, vous voyez. Sinon, ah oui, une dernière petite chose du coup. Il faut accepter que ça peut ne. Enfin, ça c'est pour moi. Il faut accepter que ce sera jamais absolument parfait, parce qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on imagine du projet et la réalité de ce projet. La réalité, elle peut être sur certains aspects bien plus intéressante que ce qu'on imaginait, et sur d'autres, moins bien. Voilà. Mais un projet, une œuvre, elle est créée à un moment donné de notre vie, dans un certain contexte, et on tente d'en faire la meilleure version, la version la plus aboutie. Mais il faut lâcher du coup sur la perfection. Donc, on sait que dans le Moyen-Âge, le christianisme, donc la religion générale, est énormément représentée et très importante. Et on l'a notamment remarqué dans votre roman. Ma question, c'était qu'au premier chapitre, c'est marqué « Au commencement était le printemps ». Est-ce que c'est une référence à la Genèse ou est-ce que c'est une pure imagination de ma part ? Non, c'est directement une référence à la Genèse. Et d'ailleurs, à la fin, dans l'épilogue, c'est aussi une référence à la Genèse. Il y eut un matin, il y eut un soir, et ce fut la fin. Oui. C'était justement... Il y a des échos tout du long... parce que c'était à peu près évident qu'on allait, en travaillant sur le Moyen-Âge du nord de l'Europe, il fallait forcément s'inspirer de la culture chrétienne. Et on mise sur les chiffres de vente de la Bible. On y est bientôt. Moi, j'ai une petite question. Vous avez publié précédemment Chien Noir. Celui-ci, je pense un petit peu dans le même univers, mais comment vous situez ce roman par rapport à vos autres publications ? Est-ce qu'il y a je sais pas, un univers particulier où vous avez voulu insister par rapport à votre histoire personnelle ou par rapport à un contexte plus large ? J'ai un peu de mal à répondre à la question parce que je suis pas sûre d'avoir absolument compris. C'est-à-dire comment celui-ci, la particularité de celui-ci par rapport aux autres ou dans mon histoire d'écriture, c'est ça ? Oui. Eh bien, c'est intéressant. Pour moi, il y a une forme de prolongement. C'est justement, je parlais des petits objectifs tout à l'heure, mais avant même de faire Le Chien Noir, j'avais fait un livre de 300 pages en auto-édition, qui était un livre illustré. Et puis avant, j'avais fait de la micro-édition. Donc c'est comme si à chaque fois, j'allais explorer plus loin. Je me permettais d'aller de plus en plus loin, et surtout de sentir ce que peut-être on appelle un sillon. Essayer de sentir son sillon à soi, et donc ça donne confiance. Moi, je pense que celui-ci, outre, il a été extrêmement difficile à écrire, mais du coup, aujourd'hui, il m'a donné beaucoup plus confiance. Et donc, il me donne aussi envie d'explorer encore des choses. Après, sur la dimension personnelle, je crois que je disais nécessité fait loi, mais en fait, chaque livre, il y a un besoin assez fort de s'exprimer, de communiquer, de dire quelque chose. Il y a quelque chose à dire. Et bon, du coup, ça, chaque fois, c'est différent, quoi. Le Chien Noir, c'était un texte qui parlait de la violence, des rapports de violence dans les relations hommes-femmes, du désir. Là, ici, ça parle beaucoup de la création, de la maternité, ça parle beaucoup de la mort aussi, de la solitude. Donc, voilà, certainement, ce sont des sujets qui m'intéressent. Je parlais tout à l'heure des héroïnes. Bon, là, j'aimerais écrire d'autres romans. Donc, j'ai d'autres idées, dont une en particulier qui me plaît beaucoup. On est encore sur la question du féminin et des héroïnes. Donc, je pense que il y a un noyau. C'est un peu la continuité finalement. Oui. Une analyse, une interprétation de la condition féminine et vous, comment vous le percevez. Oui, et puis je pense qu'on a malgré soi des obsessions. Et moi, je vois bien le point commun, même avec donc Looking for Janis, qui est donc le livre que j'avais fait en auto-édition, qui raconte mon voyage sur les pas de Janis Joplin aux États-Unis, qui est donc un récit autobiographique avec des photos, des illustrations. En général, les gens me disent mais il y a rien à voir avec les romans. Alors que moi, je vois les liens, bien sûr. Il y a souvent, ça tourne. Enfin, ça tourne.
je pense que je suis un peu obsédée par une certaine période d'âge, c'est-à-dire passage de l'âge adulte enfin de l'enfance à l'âge adulte, dans le sens de l'innocence à l'expérience. Donc il y a ça, il y a l'idée de la vitalité. Bon, là, si je faisais le pas entre Janis Joplin et puis ici, il y a quand même aussi l'idée de la vie, de l'intensité. Bon, après, donc, je suis obsédée par les images. Il y a quelque chose de toujours très visuel. Je suis obsédée par les rêves, les cauchemars. C'est quelque chose qui se retrouve dans tous mes textes. Donc ouais, je pense que c'est juste que c'est en faisant qu'on apprend. Mais ça me fait penser que j'ai un ami qui essaye d'écrire un livre et il a été coaché par une copine qui lui a dit il faut d'abord être et ensuite on écrit. Et je me dis, c'est pas totalement faux. C'est vrai qu'il faut d'abord vraiment être présent. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qu'on fait, on le fait d'abord pour soi. Hein. C'est-à-dire quelles que soient les conséquences, que les gens aiment ou qu'ils aiment pas, qu'ils trouvent ça bien ou qu'ils trouvent ça nul, on le fait. Mais en même temps, c'est en faisant qu'on devient. C'est ça aussi. C'est en faisant qu'on apprend à se connaître, à savoir qui on est justement. Bonjour. Bonjour. Vous disiez vous-même que c'est un texte où il y a beaucoup d'éléments symboliques dedans, effectivement. Moi, il y a un des aspects qui m'a beaucoup plu, c'est l'utilisation des couleurs. Et je voudrais savoir si c'est quelque chose qui vient d'emblée par l'écriture ou si c'est quelque chose que vous travaillez, je dirais, par la suite, quoi, ou si c'est immédiat, quoi. En fait, c'est immédiat, je travaille à partir des couleurs. C'est-à-dire que Le Chien Noir, je l'ai écrit pour parler du noir, entre autres. C'est-à-dire, je pars d'une... Donc oui, il y a une histoire, etc. Mais on va tout faire en noir, tout va se passer dans le noir, et puis on va faire toutes les variantes du noir, et puis toutes les symboliques du noir, ou presque. Hein. Et Roman de Ronces et d'Épines, c'est sur le vert. Et voilà, moi j'aimerais bien en écrire un sur le rouge, là. Et puis une idée sur le jaune. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Merci. Bonjour. Moi, j'aimerais poser une question peut-être pour Florian, pour la question de l'édition, pour approfondir un petit peu plus. Vous avez mentionné quand même les stratégies de la sortie du livre. Quand le sorti, il y a un agenda. Mais j'aimerais entendre parler un peu plus sur les stratégies de diffusion tout au long, après la sortie. Et qui sont vos meilleurs interlocuteurs? Je ne sais pas si ce sont les libraires ou les salons, la presse ou l'université. Comment tout ce marché fonctionne et comment c'est le contact du coup avec l'autrice après, par la suite? Oui, alors donc voilà, bon, par rapport aux différents acteurs et interlocuteurs, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais entre donc nous les libraires, il y a donc la diffusion et la distribution. La diffusion et la distribution jouent un rôle important, c'est-à-dire bon, c'est un peu bête, mais si vous avez une diffusion qui est pas terrible, bah, vous en pâtissez. Nous, on a la chance aujourd'hui d'être chez Harmonia, voilà, Harmonia Mundi. C'est partie des distributeurs indépendants solides. Vous avez les Belles Lettres également, il y en a d'autres, qui au niveau du travail de la diffusion. Alors la diffusion, ce sont des équipes commerciales qui passent de librairie en librairie pour que les livres soient placés. Ce sont ces gens que vous voyez parfois discuter avec le libraire. Vous voyez d'ailleurs qu'ils ont très très peu de temps, c'est-à-dire que vous entendez dire « Ah, là j'en prends 2, 3, 4, 5, ça parle de quoi ?» Et hop, ils ont 2 secondes et demie pour en parler et trouver les mots qui font tilt pour le libraire. Donc vous voyez que la vie d'un livre tient vraiment pas à grand chose. Mais bon, l'équipe de diffusion est une équipe importante. Derrière, il y a le placement du livre. Et puis après, il y a la seconde partie qui est la distribution, c'est-à-dire l'acheminement des livres qui compte aussi. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez fait toute une communication et que le livre n'arrive pas au bon moment ou arrive un peu tard, ça, c'est on ne peut plus dommageable. Tout ça dans un monde et une situation où vos professeurs ont dû vous en parler, justement, et vous le voyez peut-être en librairie, de surproduction. Donc, il faut faire... on sait qu'il faut vraiment s'accrocher, se battre, parce que la vie d'un livre peut être de quelques semaines. Donc vous avez vu, prenons le cas de Lucie, qui a passé donc des années, des heures et des heures, tout ce travail de donner de soi-même pour au final se rendre compte qu'il imaginait que votre texte, au bout de quelques semaines, hop, il a disparu, il est plus là, il a été retourné. Donc on est face à cette cruelle réalité. Bon, il y a pire évidemment, mais quand même c'est évidemment beaucoup de temps, beaucoup de passion, beaucoup de bon. Et donc le travail des éditeurs indépendants derrière, c'est d'accompagner notamment en faisant un travail important de surdiffusion. C'est-à-dire que vous avez une équipe commerciale, la diffusion, mais la diffusion, comme vous l'avez compris, représente plusieurs éditeurs. Donc il y a un catalogue qui est important. Et nous derrière, les éditeurs indépendants aujourd'hui, on fait donc ce qui s'appelle la surdiffusion, c'est-à-dire qu'on nous décontacte avec les libraires, on va voir les librairies, on se rend compte
montre à quoi ressemble la librairie, où elle est placée, pour avoir une vision très fine en fait du maillage territorial des librairies en France. C'est-à-dire que si vous avez une librairie qui vous en prend 5 mais qui fait 5 mètres carrés, je dis n'importe quoi, vous dites ah oui, là c'est un choix, quoi. Vous avez une très grande librairie qui vous en prend 2, vous faites ah, dis donc, il y a peut-être un problème. Enfin, vous voyez. Donc vraiment être conscient de ce qui se passe, connaître les libraires, parce qu'en fait aujourd'hui, vraiment le prescripteur, l'intermédiaire central, c'est le libraire. Voilà. C'est-à-dire que vous avez la presse, mais la presse est beaucoup moins prescriptrice qu'avant. Par exemple, aujourd'hui, vous avez peut-être vu, Lucie, il y a eu plein de beaux articles à droite à gauche. C'est bien, symboliquement, c'est très bien. Notre maman est très fière, voilà. Mais derrière, il y a tellement de choses que hop, ça passe un petit peu à la trappe, voyez. Et parce que la problématique des éditeurs indépendants, contrairement aux gros, c'est qu'en fait, on arrive très peu, c'est très difficile de faire l'effet avalanche. Donc aujourd'hui, ça vient jusqu'à vous. Si vous avez la totale, si vous avez eu Le Monde, Télérama, Figaro, mais il faut que ce soit quasiment dans la même semaine ou dans des semaines assez proches, là, ça va vous toucher. Quand vous avez Le Monde, 3 mois plus tard, Le Figaro, non, je suis vraiment dans la place. Ah non, personne l'a vu. Vous voyez. Bon, et il y a la radio. La radio est très prescriptrice, mais c'est très très dur justement, pas simplement de prononcer le mot, mais d'y aller. Et la télévision aussi, mais pareil, il faut s'arracher. Et puis vous savez qu'il y a un effet difficile, qui est le fait que la télévision dit vous savez les gens lisent plus, donc si on met des inconnus ou des indés, les gens vont pas suivre. Alors, vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Derrière, il y a un nouvel intermédiaire qui est aussi intéressant, peut-être que vous en faites partie, ce sont les influenceurs. Alors évidemment, les influenceurs, au début, ça fait un peu peur. On se dit tiens, c'est quelqu'un qui va nous vendre des méthodes de contouring. Voilà. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a également justement des influenceurs littéraires qui, quand ils ou elles font leur travail très sérieusement, arrivent à influencer derrière. Il y a comme ça des gens qui se mettent à lire. Ça, c'est assez surprenant. Et puis voilà. Donc, et ensuite, la stratégie d'accompagnement, c'est évidemment grâce à ce travail, quand ça se passe bien avec les libraires, ce maillage territorial, d'essayer de faire des rencontres et puis créer le plus d'événements possible, si possible. Donc, dans un cadre, c'est le travail qu'on mène avec Lionel, voilà, scolaire, universitaire, l'idée un petit peu de relais, de passage de témoins dans une certaine mesure pour faire continuer à faire vivre cette femme et cette passion de la littérature. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a pas tellement de secrets, et c'est assez intéressant que ça repose beaucoup sur les individus, c'est vraiment du cousu humain. Nous, on est dans des échelles où c'est vraiment du cousu humain. Vous voyez, le soin apporté au livre, le soin apporté à l'écriture, et puis le soin apporté aux relations, parce que sans ça, évidemment, les éditeurs indépendants, on tient pas, quoi. Merci. C'est un beau cadeau à se faire, hein. Je ne sais pas si on a réussi à vous convaincre. Ouais. Outre le PDF, hein. J'avais une autre question à vous poser à tous les deux. Donc, vous nous parliez de votre premier texte en micro-édition. Est-ce que vous aviez découvert Lucie Barat par ce biais-là, ou est-ce que c'est l'envoi de son manuscrit, le Chien Noir? Comment ça s'est fait, votre rencontre éditoriale? Je vais raconter l'anecdote. Ok, donc j'ai fait ce livre en micro-édition que j'ai diffusé, commercialisé aussi moi-même. Je suis allée voir les libraires et tout ça. Donc voilà. Et puis j'ai commencé à travailler sur Le Chien Noir. J'ai passé 1 an à écrire Le Chien Noir. Et puis à l'issue de donc c'est un projet que j'ai envisagé aussi en auto-édition en fait, avec un travail sur le numérique. Je sais pas, j'ai envie de faire ça. Bon. Et je l'ai envoyé donc ma première lectrice Elisabeth Lemire, qui se trouve être spécialiste du conte littéraire français, qui est une amie. Donc vraiment, j'ai une grande complicité avec elle, à la fois affective, mais aussi littéraire, artistique. Et quand elle a lu ce manuscrit, elle m'a dit: Lucie, ça vraiment, il est vraiment très 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 bien. Il faudrait vraiment qu'on le retrouve à la Fnac, partout, dans toutes les librairies. Et là, je me suis dit: waouh, comment je vais faire pour empiler tout le travail que j'ai fait sur le Looking for Janice, plus ce Chien Noir. Enfin, je me suis dit peut-être que là, il est temps d'admettre que je ne peux pas tout faire, parce que j'aimerais me concentrer sur la partie artistique. Donc, c'est le moment d'admettre qu'il faut travailler en équipe. Donc, il faut aller à la recherche d'un éditeur. Donc, j'avais des critères parce que comme j'avais travaillé dans l'édition en tant que graphiste, je connaissais un petit peu quand même comment ça se passait, je dirais, les rouages. Donc, je voulais travailler avec un éditeur indépendant, je voulais pas qu'il soit autodiffusé, je voulais qu'au niveau de la design graphique, ce soit impeccable. Et aussi, la grande particularité, c'est que je voulais que ce texte, qui est un conte, soit publié en littérature générale. Ce qui n'est pas évident, puisque le conte, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un genre désuet qu'on trouve dans souvent un tout petit rayon dans les librairies, où c'est plutôt du contenu patrimonial.
Et avec toutes ces idées en tête, je me suis dit, je vais aller au Salon du Livre de Paris, c'était en 2019, parce qu'aussi j'aime bien rencontrer les gens. Il faut que je sente si la personne en face, elle correspond à son catalogue, est-ce que ça va le faire, nana. Avec cette idée-là, une semaine avant le Salon du Livre de Paris, je suis moi-même un vendredi soir en librairie pour une rencontre en tant que graphiste. Et vous savez, vous avez déjà été dans des rencontres, parfois à la fin d'une rencontre, il y a un petit verre de l'amitié. Donc moi, au moment du petit verre de l'amitié, je furette dans les rayons. Et sur une table, dans un petit coin, je vois Elton's Brody de Edgar Mittelhauser qui venait d'être publié aux éditions du Typhon et qui est le premier titre de la collection des Hallucinés dont on parlait tout à l'heure. Puisque les éditions du Typhon existaient depuis octobre 2018. Donc ils avaient sorti 3 livres, voilà. Donc voilà, j'étais très arrogante. Je pensais que je connaissais tout. Donc je vois les éditions du Typhon, je ne connais pas. Comment ça se fait que je ne connaisse pas? Et en même temps, ça correspondait. J'avais dit que je voulais travailler sur le noir. Donc je vois la couverture est toute noire. Je me dis c'est impeccable graphiquement et en plus c'est noir, donc il y a peut-être moyen. Je lis la 4e, je commence à regarder dans le texte, je regarde la proposition, je trouve que c'est super, ça m'emballe beaucoup. À ce moment-là, c'est le moment où on va dîner, donc j'ai pas le temps de m'attarder. Je rentre le soir, je regarde le site internet, je lis le descriptif, enfin le petit manifeste des éditions du Typhon, et je me dis ça me correspond vraiment, ça, je suis en phase avec cette vision-là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc le lendemain matin, à l'ouverture de la librairie, je suis allée dans une librairie près de chez moi que je connais bien, et j'ai demandé à ma libraire si elle connaissait les éditions du Typhon, si elle avait évidemment Elton's Brody, que j'ai donc pu éplucher un peu plus dans la journée. Le lendemain, j'ai envoyé un message sur Facebook aux éditions du Typhon en me disant est-ce que vous serez au Salon du Livre de Paris? Là-dessus, Yves a cru que j'étais journaliste. Je n'ai rien dit. On s'est donné rendez-vous. C'est donc à ne pas faire. Voilà, je vous dis ça. On raconte cette histoire, mais faut pas faire ça normalement. Hein. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça n'a marché qu'une fois d'ailleurs. Pour l'instant. C'est pas faute d'avoir une autre proposition. Pardon. Bon, tout ça pour dire que du coup, je suis allée au Salon du Livre de Paris, rendez-vous à 17h, et j'ai rencontré Yves qui m'a présenté la maison, donc pour ce que j'en avais déjà vu, j'ai discuté un peu avec lui, et je me suis dit, bon, ouais, ça c'est vraiment, faut que je travaille avec cette personne-là, faut que je travaille avec eux. Donc je lui ai demandé si c'était possible de leur laisser mon manuscrit, ce qu'il a accepté, et un mois après, on s'est mis d'accord pour le faire. Voilà. Et oui, et non, je voudrais peut-être dire quelque chose que vous avez déjà peut-être en tête, et vos professeurs vous en parlent aussi. C'est vrai que la difficulté, c'est que les éditeurs indépendants, par rapport à cette logique de surproduction et par rapport aux soins, on publie peu de livres, voilà. Et donc, en fait, on passe notre temps à dire non. Évidemment, on voudrait pouvoir publier plus, et en même temps, il y a aussi des logiques d'accompagnement, il y a des logiques économiques. Donc, vous voyez que la vie d'un texte, l'acceptation ou le refus d'un manuscrit tient à énormément de choses, pas simplement à sa qualité ou ses défauts intrinsèques. Il y a également le fait qu'il y a un moment, une période, une place dans un catalogue. On est sur c'est pour ça que c'est extrêmement dur, parce que ça tient à énormément de facteurs que malheureusement on maîtrise pas toujours. Et la part vous avez entendu, du hasard, de la chance, on pourrait parler peut-être de hasard objectif, mais quand même, ça reste très très difficile, sachant en plus de ça, vous l'avez compris, que chez les éditeurs, il y a un différé. C'est-à-dire que là, par exemple, nous, on travaille les textes de 2025, voire 2026. Donc ça donne toujours un décalage temporel. Et là-dessus, du coup, je voudrais ajouter quand même que là, donc tu parles de hasard objectif. Oui, il y a un effet de chance et c'est une histoire qu'on aime bien. Il y a un effet un peu de destin, mais je pense aussi que là, c'était l'expérience que j'avais déjà pour avoir travaillé moi avec des éditeurs indépendants, de voir que l'enjeu, c'est pas simplement la qualité du texte, c'est-à-dire un texte peut être très très bien et un éditeur vous dit bah non, en fait ça peut pas chez moi pour des raisons de planning, ça peut pas chez moi parce qu'en fait je le sens pas, tout simplement parce qu'il va falloir ensuite le défendre. Donc la difficulté pour l'auteur, c'est plutôt d'aller chercher vraiment c'est-à-dire c'est pas d'envoyer à toutes les boîtes aux lettres d'éditeurs en se disant il y en a bien une où ça va marcher sur un malentendu. C'est au contraire d'essayer vraiment, non mais on sait jamais, c'est vraiment d'essayer de cibler le plus précis possible. Et ça, ce serait vraiment mon conseil. Il vaut mieux cibler en se disant, voilà, parce que souvent les gens ils disent oui, il faut envoyer, faut envoyer aux grandes maisons, on envoie au Seuil et Gallimard, mais moi, le Seuil et Gallimard, par rapport à mon texte, ça m'intéresse même pas en plus. Mais je veux dire qu'il faut arriver à trouver à nouveau son sillon. Et donc bien se renseigner sur les catalogues et surtout la manière dont essayer de lire derrière les textes ce qui intéresse les gens qui les produisent.
Voilà, et peut-être une dernière information, plus dans un cadre pédagogique, hein, vous me dites, c'est que là aussi, on est face à un cas qui est difficile, c'est celui du second roman. Vous avez vu qu'en France, il y a aussi un intérêt, une appétence, voilà, pour les premiers romans. Il y a des prix littéraires liés aux premiers romans, des événements particuliers. Bon, et après le premier roman, il peut y avoir une sorte de peur, de panique, de pression particulière. Et puis, de temps en temps, c'est même plus difficile à défendre un second roman qu'un premier roman. Vous voyez, un premier roman, on dit, ah tiens, une nouvelle voix, etc. Un second roman, on dit, ah tiens, est-ce que ça va pas être la même chose? Est-ce que ça va pas être la même chose en moins bien? Est-ce qu'elle fait pas que se répéter? Ah, peut-être qu'elle est... Bon, vous voyez. Donc, c'est aussi difficile. Il faut vraiment passer le cap du second roman pour ensuite, si on le souhaite, si on le désire, continuer encore un peu. Mais le second roman est aussi pas forcément très bien attendu. Et dernière anecdote, le premier roman, donc Le Chien Noir, a paru une semaine avant le premier confinement. Vous voyez, donc on a eu bien peur. Quoi. Ouais. Mais heureusement, il était en librairie. Ce sont les libraires qui s'en sont emparés, qui ont réussi à le défendre et qui ont fait que le livre a pu vivre sa belle vie. Il continue à vivre aussi, ça c'est aussi intéressant. Et Roman de Ronces et d'Épines aussi. Donc on est content parce que vous voyez... le livre est sorti en août, là on est en novembre, il y a beaucoup de livres de la rentrée littéraire qui malheureusement n'ont pas survécu, on les a complètement oubliés, ils ont été noyés par le tsunami de la rentrée littéraire. Le livre de Lucie est là, il est encore sur table, les libraires le défendent encore, la presse encore, voilà, il y a les événements qui sont là qui permettent encore un petit coup de projecteur, donc on est content. Vous voyez, ça tient vraiment un peu de choses, hein. C'est vraiment un temps qui malheureusement est on ne peut plus court. Donc entre l'éternité de la littérature et la réalité de la vie d'un livre, vous voyez qu'il y a un écart qui est plus que ce que je suis en train de faire avec mes doigts, quoi. Voilà. Ce sera la dernière question. Est-ce que du coup, après votre premier roman, la maison d'édition vous a poussé pour faire un deuxième roman? Est-ce qu'elle m'a poussée? Ils m'ont mis la pression, ils m'ont envoyé des lettres de chantage. Non, ils m'ont incité. Ils m'ont imploré, ils m'ont supplié. Non, mais du coup, c'est plutôt chouette, en fait. C'était d'ailleurs aussi quelque chose, en toute honnêteté, moi, je ne m'y attendais pas, parce que quand j'ai proposé Le Chien Noir, j'ai proposé Le Chien Noir sans penser qu'il pourrait y en avoir d'autres. C'est vraiment mes éditeurs qui m'ont dit, mais tu sais, nous, on pense qu'il y a quelque chose, que tu as un talent qui pourrait croître, ou en tout cas se développer, donc on a envie d'en lire encore. Donc, c'est plutôt comme ça que ça s'est fait. Et merci beaucoup pour votre présence, pour la richesse des échanges. Merci à Lucie, à Florian et à Sandrine. Vous revenez quand vous voulez. Ici, c'est chez vous. Merci aux étudiants pour leur participation active. Et puis, à très bientôt. Au revoir.